France, la douleur est à l'origine des 2 tiers des consultations médicales. Quant à la douleur chronique, elle touche 20 millions de personnes, 30% des adultes. Comment la science avance-t-elle dans la compréhension de ces mécanismes ? Paracétamol, aspirine, ibuprofène, morphine et ses dérivés, aujourd'hui les médecins jonglent avec une poignée d'antalgiques à l'efficacité parfois insuffisante. Depuis plus de 20 ans, aucune molécule révolutionnaire n'a émergé sur le marché, à quelques rares exceptions près. Développer de nouveaux traitements s'avère complexe, car le phénomène qu'il cible l'est tout autant. Elle affecte davantage les femmes, les personnes âgées et les catégories socio-professionnelles les moins favorisées, mais la douleur reste une expérience profondément individuelle. Comment dès lors compléter notre arsenal thérapeutique ? Nociception, le cerveau envoie de toutes les douleurs. Marc Lévesque, bonjour. Bonjour, Anna Vous Fischer. vous êtes neurochirurgien et spécialiste de la douleur à la clinique Bouchard et à l'hôpital Clerval de Marseille. Vous venez de publier Chirurgie de la douleur, de la lésion à la neuromodulation aux éditions Médecine Sciences. Nous sommes en ligne également avec Myriam Antry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, maître de conférence au laboratoire Neurodol de Clermont-Ferrand. Et Mathilde Fontes, bonjour. Bonjour. Joie de vous retrouver à ce micro. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Epsilon, notre magazine partenaire qui consacre pour ce mois de septembre un dossier sur la douleur. Et vous co-animerez à mes côtés cette émission. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous, en direct ou à toute heure, en podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur notre fil podcast de l'appli Radio France et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, on poste pour vous de nombreuses ressources. C'est à retrouver sur notre compte @ScienceCQFD. Alors, quels sont les mécanismes à l'origine de la douleur ? Comment s'installe-t-elle durablement et pourquoi est-il si difficile de fabriquer de nouveaux antalgiques ? Nous sommes ensemble 1 heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, où siège la douleur ? La question est posée en 1950. C'est notre archive du jour. La douleur est un phénomène fonctionnel qui, à partir d'excitations variées, naissant à la périphérie ou tout le long des nerfs, vient se construire dans une partie du cerveau que l'on appelle le thalamus. Cette partie du cerveau est celle qui crée toutes les sensations, si bien que l'on peut dire, sans crainte de se tromper, que la douleur est un phénomène cérébral, ce qui ne veut pas dire imaginaire. J'allais vous poser la question, monsieur le professeur, où réside la douleur ? Elle réside dans le cerveau, mais elle n'y est pas sous une forme matérielle, elle n'y est que sous la forme d'une interprétation des excitations qui viennent de la périphérie, à telle enseigne qu'elle est quelque chose d'aussi insaisissable pour nous actuellement que la pensée ou que tout autre sentiment de l'ordre affectif. Voilà la voix de René Le Riche, professeur au Collège de France sur la RDF en 1950. Myriam Antry, ce que dit cette archive, c'est que toute sensation de douleur est forcément issue du système nerveux central. Eh bien oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. À partir du moment où on a une douleur, on a une activation du cerveau. Mais il faut savoir que la douleur, en fait, elle naît à la périphérie. C'est-à-dire que à la base, on a à la périphérie des récepteurs cutanés, des nocicepteurs, qui, lorsqu'ils sont activés, vont transmettre l'information au niveau du système nerveux central, et plus précisément au niveau de la moelle épinière, qui fait partie du système nerveux central, pour toutes les douleurs qui sont dans tout le corps, sauf la tête et le crâne, où là, les informations douloureuses, nociceptives, vont arriver au niveau de la partie basse du tronc cérébral, qui fait aussi partie du système nerveux central. Et en fait, à partir du moment où le message nerveux arrive dans le système nerveux central, moelle épinière ou tronc cérébral, ensuite, l'influx nerveux va aller vers différentes régions, dont effectivement le thalamus, qui est une région très importante, mais également, depuis cette époque, et grâce à différentes techniques d'imagerie, on peut visualiser les autres régions. Il n'y a pas que le thalamus qui est impliqué dans la douleur. Et l'intégration de la douleur, c'est-à-dire la sensation douloureuse, le fait de dire là j'ai mal à tel endroit, eh bien elle inclut forcément une activation au niveau du cerveau. Il ne peut pas y avoir de douleur s'il n'y a pas de cerveau.
On entendait dans cette archive, Marc Levesque, que la douleur est aussi insaisissable que la pensée ou les émotions. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, en 2025? Oui, alors, c'est émouvant d'entendre René Le Riche, qui est quand même le père de la chirurgie de la douleur, hein. C'est quand même une figure, très emblématique de la douleur et effectivement, donc c'est en fait, c'est partout et c'est nulle part aussi la douleur. Mais il mettait le doigt sur le thalamus. Alors c'est intéressant parce que le thalamus, il faut quand même en dire un petit peu plus. Le thalamus, c'est la garde de triage de toutes les informations et notamment les informations douloureuses qui viennent de la périphérie, hein, comme nous l'a rappelé Myriam, avec des récepteurs, ensuite des nerfs, et puis ensuite cette grande autoroute qui est la moelle épinière. Et arrivé au niveau du thalamus, le thalamus va un petit peu disperser cette information, d'une part vers ce qu'on appelle le cortex somatosensoriel, c'est-à-dire le cortex qui nous dit, bah voilà, votre gros orteil, il a marché sur la petite brique de Lego avec telle intensité à tel moment. Ça, c'est de l'information vraiment sensorielle. Et puis, il y a une autre partie qui est activée, qu'on appelle le cortex limbique, c'est-à-dire notre cortex des émotions, qui colore ça d'un affect désagréable et qui nous donne vraiment pas envie de marcher sur les petites briques de Lego. Donc finalement, c'est ces deux dimensions de la douleur, hein, qui sont fondamentales. L'aspect affectif, parce que la douleur, c'est une information affective, désagréable, et l'information sensorielle. Et le thalamus en est la gare de triage. Comment avez-vous écouté cette archive, vous aussi, Mathilde Fontaine? Ah, j'ai trouvé ça fascinant, la comparaison avec la pensée, c'est vraiment, toute cette complexité qui, il me semble, mais on va le confirmer après bien sûr, surgit aujourd'hui, de la douleur et en particulier sous l'angle de la douleur chronique et c'est là-dessus que je voulais rebondir tout de suite. On a décrit ensemble, vous avez décrit, Myriam Antry et Marc Lévesque, la douleur, on va dire aiguë et ça fonctionne, on le voit bien comme un signal d'alarme, c'est-à-dire, bah, je marche sur le petit Lego, ça fait mal et donc je ne vais plus marcher sur le petit Lego et je ne me blesserai pas le pied. Je ne vais pas marcher sur une plaque chauffante. Ça nous évite disons, de refaire des actes dangereux. Ça nous prévient que c'est dangereux et ça nous prévient qu'on est blessé. Mais évidemment, donc cette douleur-là, on a envie de la soigner, on a envie de l'interrompre, mais elle est liée à une blessure, à quelque chose d'organique. Et j'ai l'impression que le problème qui se pose, la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce que ça se passe pour que la douleur, parfois, se transforme en une douleur qui perdure, alors qu'il n'y a plus de lésion. Et c'est là où le parallèle avec la pensée est intéressant, puisqu'on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du purement immatériel, puisque c'est pas parce que je suis coupée que j'ai mal tout court. Et c'est ces processus-là qui, il me semble, font l'objet de grandes recherches aujourd'hui. Oui, Marc Lévesque, comment une douleur aiguë comme celle que vous venez de décrire, marcher sur un Lego, se transforme-t-elle? Alors, peut-être pas forcément pour le Lego, mais comment ça se transforme en douleur chronique? Ah ben là, on attaque fort, hein. On attaque fort. Alors, on pourrait se limiter à une définition un peu de temps. En fait, la douleur chronique, c'est habituellement une douleur qui se prolonge au-delà de 3 mois. Une douleur aiguë qui se prolonge au-delà de 3 mois. En fait, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où tout de suite, c'est pour ça que je dis qu'on attaque fort, on en vient en fait à la dimension biologique. Là, Myriam en parlera mieux que moi, de la douleur, hein, mais ces aspects psychologiques et sociaux sont fondamentaux. Et suivant un peu le terrain psychologique, le terrain social, le terrain biologique aussi, on y reviendra avec la sensibilisation centrale, c'est un mot je pense qui va revenir assez régulièrement dans cette émission. Suivant ce terrain biologique, psychologique et social, la douleur va s'éteindre ou bien se chroniciser. Et je vais prendre un exemple, hein. Moi, je viens de Marseille. À Marseille, on a la garrigue, l'été, qui s'enflamme très, très rapidement quand on y jette un mégot. Ça va pas du tout être les mêmes conséquences quand on est dans une forêt de feuillus des Ardennes en hiver. Pour aller un peu plus loin dans cette métaphore, d'un côté, vous avez la garrigue qui peut être finalement le préparateur de commande qui n'a pas un boulot formidable, qui est en instance de divorce, qui a déjà été opéré, réopéré. Ça, c'est un terrain très fertile. Et inversement, vous allez avoir la journaliste à Epsilon ou à France Culture qui est épanouie dans son travail, qui est bien dans ses baskets, et pour qui, en fait, la douleur chronique, la douleur aiguë va pas pouvoir s'enraciner comme c'est le cas. Donc cet aspect
psychosocial, il est fondamental quand on parle de douleur chronique, et on pourra un petit peu discuter de ces relais biologiques. Myriam, entrer justement sur ces mécanismes qui expliquent la chronicité des douleurs. Mmh. Et ben, là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une douleur, à la base, si on a, par exemple, une inflammation à la périphérie, cette inflammation va activer, je vous parlais des nocicepteurs, hein, qui sont les récepteurs à la douleur, vont activer, les neurones, qui sont à la périphérie et ces neurones-là, une fois qu'ils sont activés, ils vont eux-mêmes aller activer les neurones au niveau du système nerveux central, tu sais, la moelle épinière ou le tronc cérébral et en fait, on peut détecter cette activation par ce qu'on appelle une sensibilisation centrale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces neurones, eh bien, ils vont être sensibilisés. Ça veut dire que pour une stimulation pour laquelle ils n'étaient pas actifs, eh bien, ils deviennent actifs. Et le problème dans le cadre de la chronicisation de la douleur, c'est que cette hyperexcitabilité des neurones, entre autres, hein, et d'autres cellules au niveau du système nerveux central, eh bien, elle va devenir chronique. Et donc, du coup, au bout d'un certain temps, eh bien, il n'y a pas d'inhibition. Il y a la douleur, elle est modulée, hein. Il y a aussi des voies descendantes qui modulent la douleur. Eh bien, ces voies descendantes qui viennent du cerveau, qui sont supposées venir bloquer le message nerveux en condition de douleur aiguë, eh bien, il n'y a plus de blocage. Et donc, du coup, eh bien, les neurones, qu'ils se soient au niveau de la moelle épinière ou même au niveau cortical, hein, il y a des études cliniques qui montrent qu'il y a une excitabilité corticale qui continue, par exemple, pour citer le cas de la migraine, hein, qui peut devenir chronique, eh bien, chez les patients qui ont une chronicisation de la migraine, eh bien, ils vont avoir de manière chronique une augmentation de l'activité des neurones corticaux, alors que ils n'ont pas forcément, ça peut être même une activité plus importante alors qu'ils n'ont pas de migraine. Et donc en fait, cette suractivation fait qu'il y a cette chronicisation de la douleur et qu'elle peut rester jusqu'à ce qu'on trouve des traitements, hein, spécifiques de cette chronicisation. Et on reviendra dans le détail évidemment sur le cas de la Ouais, migraine sur ouais. laquelle vous travaillez, Myriam Entré, qui touche en France près de 11 millions de personnes, environ 15% de femmes et 7% d'hommes. On verra aussi pourquoi une telle inégalité de genre dans ces maladies. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire déjà à ce niveau-là, au niveau de cette émission à 12 minutes, Mathilde Fontaine, c'est qu'on voit qu'il y a un très grand nombre d'acteurs, de moteurs biologiques qui sont liés à la douleur et aussi à la douleur chronique, Mathilde Fontaine. Et on peut peut-être se remémorer à ce moment-là un peu l'histoire de l'étude de la douleur avec cette sidération que nous, on a eue, hein, à Epsilon quand on a travaillé le sujet. Je vous cite une citation d'un chercheur qui nous disait « Il y a 10 ans, j'entendais encore dire dans les conférences, au-delà du ganglion dorsal de la moelle épinière, c'est juste trop compliqué à étudier. » Donc, on a donc c'est une espèce de grand point d'interrogation au sujet de la douleur. Et je veux bien qu'on revienne sur cette histoire, et notamment qui est une histoire aussi de traitement. Comment est-ce qu'on a finalement traité à l'opium d'abord, puis à la morphine, puis aux opioïdes de synthèse. Comment est-ce que, avec ces méthodes-là, on s'est un peu détourné quelque part de cette étude fondamentale de la douleur. Peut-être que Marc Lévesque, vous avez des réponses à cette histoire en tête. Alors, alors, encore une fois, là, il faut vraiment bien distinguer la douleur aiguë, c'est-à-dire la douleur post-opératoire, la douleur cancéreuse également, la douleur qui est liée à une altération tissulaire, parce que encore, la douleur, c'est un signal d'alarme, hein. C'est ce qui nous protège de notre intégrité physique. La douleur chronique, ça va être ce système d'alarme qui va retentir, cette alarme qui va retentir dans la maison alors qu'il n'y a plus d'effraction et qui devient assourdissante et qui sert plus à rien. Mais dans cette douleur aiguë, qu'aujourd'hui on arrive bien à traiter, notamment, vous l'avez mentionné, avec les morphiniques, les dérivés, les opioïdes, et puis également, on a parlé de Doliprane, le paracétamol, les médicaments qui jouent contre l'inflammation. Ça, aujourd'hui, c'est bien maîtrisé. Mais si on utilise notamment les morphiniques, cette gamme de médicaments pour traiter la douleur chronique, c'est là où les problèmes peuvent commencer. Et notamment dans la douleur chronique non cancéreuse. Et le meilleur exemple, qui est d'ailleurs assez effroyable, c'est celui des États-Unis, hein. Pour rebondir sur l'actualité, la crise des opioïdes aux États-Unis, c'est une pandémie dévastatrice. C'est plus de 500 000 morts sur ordonnance, morts par opioïdes, tout simplement parce que dans bien des cas, on a traité un problème psychologique, la dépression, un problème social,
la perte de l'emploi, par exemple, avec une solution biologique, une solution médicamenteuse qui était la morphine. Et on sait, et ça, j'allais dire, on ne le sait pas suffisamment, que la morphine, quand on la donne au long cours, eh ben, finalement, le remède va se révéler pire que le mal. C'est-à-dire qu'elle va, à un moment donné, diminuer le seuil de la douleur. Ça s'appelle l'hyperalgésie induite par la morphine. Et on va devenir de plus en plus vulnérable à la morphine. On va en prendre de plus en plus. Et plus on va en prendre de plus en plus, plus on sera vulnérable. Et ça, c'est un problème de sensibilisation centrale sur lequel Myriam Antry pourra revenir. Alors pourquoi la recherche d'antidouleurs est-elle si longue? Restez à l'écoute, on y vient. France Culture. La science CQFD. Natacha Triou. En direct sur France Culture et en partenariat avec le magazine Epsilon, nous parlons de la nouvelle science de la douleur avec Marc Lévesque et Myriam Antry. On vient de voir que l'aspect sensoriel et périphérique de la douleur, c'est encore aujourd'hui un gros axe de recherche, mais ça n'explique pas tout. On vient d'évoquer nos quelques antalgiques que nous avons sous la main. Historiquement, il y a d'abord eu l'alcool, l'opium à l'Antiquité, la morphine en 1819, les opioïdes de synthèse et la crise qui a suivi. Myriam Antry, pourquoi est-ce si long et si compliqué de créer de nouvelles molécules antidouleurs? C'est parce que la douleur en elle-même est compliquée. Elle est multi. Il y a tellement de composantes dans la douleur. On l'a vu, il y a la composante sensorielle, discriminative, il y a la composante émotionnelle. Et voilà, donc toutes ces composantes fait que pour traiter une douleur, eh bien, il faut en savoir les mécanismes. Et le problème, c'est de pouvoir cibler les mécanismes. Et en fait, la recherche, justement, est là pour essayer de trouver les mécanismes qui sont mis en jeu dans les différentes pathologies pour justement avoir cette approche spécifique pour pouvoir trouver le bon traitement pour la bonne douleur, en fait. Donc, toutes ces composantes douloureuses, c'est ça qui est compliqué. Par exemple, typiquement, voilà, on peut avoir un symptôme qui est un mal de tête. Un mal de tête, ça peut être dû à un traumatisme crânien, par exemple, ça peut être dû à une migraine, ça peut être dû à une céphalée de tension, voilà. Et le problème, c'est que pour chacun de ces maladies ou de ces symptômes de douleur de mal de tête, eh bien, il va y avoir des mécanismes différents. Donc, c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est le fait que la douleur soit multifactorielle avec toutes ces composantes et qu'on se rend compte de plus en plus que certaines régions cérébrales qui, au départ, on ne se posait pas la question si elles étaient impliquées dans la douleur, mais on se rend compte qu'elles sont impliquées dans la douleur, que certains types de neurones qui sont localisés dans telle ou telle région sont activés dans tel type de douleur. Par exemple, vous parlez de l'hyperalgésie. Il y a différents symptômes. Hyperalgésie, qui est une douleur plus importante qu'une douleur initiale, ou l'allodynie, qui est une douleur déclenchée par une stimulation qui n'est pas douloureuse. Eh bien, chacun de ces symptômes va avoir une voie d'activation différente, va avoir des neurones activés différents et des régions cérébrales différentes. Donc, c'est ça la difficulté, en fait. C'est de trouver les bonnes voies pour la pathologie qu'on essaye d'étudier. Voilà, les mécanismes de la douleur impliqués sont différents en fonction du type de douleur des patients. Mais on a une petite révolution dans le domaine, un nouveau antidouleur, la suzetrigine, qui a été autorisée aux États-Unis. Ça fait plus de 20 ans qu'aucun nouveau antidouleur n'était sorti. Mathilde Fontaise, bon, ce médicament, c'est une petite révolution, mais c'est pas non plus un remède miracle. Non, c'est pas un remède miracle, mais c'est ce qui interpelle, c'est surtout le fait qu'on n'en ait pas eu depuis longtemps, en tout cas d'aussi général. Donc il est global dans le sens où il est efficace pour la douleur aiguë modérée, mais bon, il va pas agir sur tous les types de douleurs, loin de là. Il vient d'être mis sur le marché aux États-Unis. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu pour l'Europe. Et il se base sur une action au niveau d'un canal sodique qui avait été identifié, donc il y a un canal
de périphérie, quoi. Et donc, c'était la première fois depuis déjà très longtemps qu'on sortait un antidouleur. Et c'est ce qui nous a interpellés, nous, à Epsilon. C'est finalement cette difficulté à mettre au point de nouvelles molécules. On a commencé à répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que c'est si difficile de mettre au point de nouvelles molécules. Et ça nous semblait un jalon. Il y a un autre événement, quelque part, que je voulais souligner et qui montre la difficulté de la recherche à ce sujet, c'est que le même été, en même temps que cet antidouleur, on a dévoilé une partie, en tout cas, du mécanisme d'action du paracétamol. Donc c'est assez étonnant, pareil, d'un point de vue extérieur, et pour, j'imagine, les auditeurs, de s'apercevoir qu'un médicament qui est le plus prescrit en France, qu'on utilise tous massivement, dont on a tous une boîte dans notre pharmacie, on ne savait pas encore expliquer jusqu'à cet été précisément son action. En l'occurrence, il s'agit d'une action sur un réseau cannabinoïde, qui est un réseau qui est lié à l'action du cannabis dans un sens, mais qu'on savait lié à la douleur aussi. Et là, les chercheurs qui ont travaillé ont vraiment décrypté précisément ce mécanisme pour la première fois. Donc on voit bien qu'il y a un tâtonnement. Et ce que les chercheurs nous ont dit lorsqu'on a réalisé l'enquête à Epsilon, et ce que vous confirmez tous les deux ici à l'antenne, c'est que finalement, il n'y aura de solution pour trouver de nouvelles molécules, j'ai l'impression, mais je vous repose la question, qu'en essayant de trouver des molécules ciblées, enfin, en tout cas de solutions d'un point de vue pharmacopée, sur des molécules ciblées qui vont agir sur des douleurs précises. Et toute la difficulté, c'est de pouvoir préciser, comme le faisait Myriam Antry à l'instant, chacune de ces douleurs, d'essayer de la circonscrire, de la décrire, en sachant qu'on a bien du mal à faire des mécanismes. C'est ça, Marc Lévesque, en effet, les enjeux et les difficultés de la recherche contemporaine, cibler très précisément, justement, une molécule, un mécanisme. Alors, c'est vrai qu'à ce stade un petit peu de la discussion, c'est important de rappeler que la douleur, c'est un phénomène électrochimique. Donc là, on a beaucoup parlé de chimie, de neurotransmetteurs, de neuromédiateurs, de molécules qui viennent se poser sur un récepteur. Le récepteur va déclencher au niveau du nerf ce qu'on appelle un potentiel d'action, c'est-à-dire de l'électricité. Et cette électricité va remonter, on l'a vu, au thalamus avec des relais, et jusque dans différentes aires cérébrales qui vont donner la couleur affective et la localisation. Donc, quand je dis électrochimique, là, on se concentre beaucoup sur la chimie. Et un des problèmes de la chimie, et notamment des molécules, c'est que quand on les prend notamment par la bouche ou bien en injection, c'est qu'elles diffusent dans tout l'organisme. Et dans l'organisme, il peut y avoir des cibles qu'on n'a pas envie de toucher, mais qui vont quand même réagir. Et ça va donner des effets secondaires, des problèmes de somnolence, l'impression de ne plus être soi. Enfin, là, je parle au sens large. Dans les antidouleurs aujourd'hui, dans les douleurs chroniques qu'on a disponibles, les morphiniques bien sûr, mais les antidépresseurs, les antiépileptiques. Et c'est un peu là le problème, c'est-à-dire que la clé que l'on va mettre, ce récepteur, ça va être une clé qui va ouvrir beaucoup de serrures, pas seulement celle qui verrouille la douleur, mais également celle des effets indésirables. Et c'est pour ça que la recherche dans le domaine de la douleur, elle doit aller dans plusieurs sens, dans le domaine chimique, des neuromédiateurs, mais également, j'allais dire, dans une voie un peu plus anatomique, on y viendra peut-être, c'est ce qui consiste à moduler la douleur au niveau du tissu nerveux, notamment par l'électricité. Typiquement, Myriam Antry, on évoquait le paracétamol, synthétisé depuis le 19e siècle et qu'on comprend enfin que depuis ce printemps. Si on prend le cas de la migraine, le paracétamol n'est pas efficace contre ce type de douleur-là. Pour quelle raison ? Oui, alors c'est surtout pour les migraines qui deviennent chroniques en fait. Et effectivement, le paracétamol, c'est un exemple typique. En fait, ça fait partie. En fait, les analgésiques qui sont utilisés en grande partie aujourd'hui, ce sont des dérivés de produits naturels qui sont utilisés depuis des milliers d'années. Et c'est pour ça que c'est assez surprenant. L'aspirine, donc ça vient de l'écorce de saule, la morphine, la codéine, c'est des dérivés du pavois opium. Et donc c'est vrai que
jusqu'à maintenant, en fait, on ne connaissait pas, ou le paracétamol, on ne connaissait pas le fonctionnement. Et l'objectif justement des recherches, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et ces dernières années, on a appris notamment donc le fonctionnement du paracétamol, par quelle voie ça passait, les effets au niveau central. Donc effectivement, c'est très important d'étudier ces mécanismes. Après, pour la migraine, là c'est pareil. Donc ça fait partie donc des pathologies qui peuvent devenir chroniques et certains traitements, notamment le paracétamol, n'est pas efficace parce que justement son mode d'action qu'on commence à connaître, ne correspond pas aux mécanismes qui sont liés à la migraine. Et c'est là la difficulté. Alors depuis il y a une dizaine d'années, il y a des nouveaux traitements qui ont été développés, donc et notamment un nouveau traitement qui correspond, c'est un anticorps, on appelle ça un anticorps monoclonal anti-CGRP. Donc c'est important de parler de ce traitement parce que c'est vraiment une molécule qui est ciblée pour la migraine. En fait, ça a été une véritable avancée pour les patients et c'est un traitement au long cours, c'est-à-dire c'est un traitement pour les patients qui ont cette douleur chronique, donc c'est un traitement prophylactique. C'est pas un traitement de crise comme les triptans qui font partie des traitements de crise pour les patients migraineux. Et en fait, ce traitement, il a été donc développé suite à différents travaux qui ont été réalisés et il va aller agir au niveau périphérique sur les méninges. Il va y avoir une libération de ce qu'on appelle le CGRP. C'est un peptide qui est lié au gène de la calcitonine. Et en fait, on sait que en clinique, les patients qui ont des migraines ont une libération de ce CGRP. Et pareil, en préclinique, on sait qu'il y a à la périphérie, au niveau des méninges, c'est-à-dire à la membrane qui entoure le cerveau, on sait qu'il y a une libération de CGRP. Et donc, ce nouveau traitement a permis, donc, en utilisant un anticorps, une molécule qui va bloquer l'expression de ce CGRP au niveau des méninges, ça permet donc d'empêcher le signal douloureux de passer. Et vous voyez bien que là, le signal, il passe par les méninges pour la migraine et il passe pas par les régions cérébrales qui sont impliquées dans l'efficacité du paracétamol. Et c'est pour ça que le paracétamol est pas ou peu efficace pour les patients migraineux. On a aussi quelques lacunes théoriques pour mieux comprendre et mieux traiter la douleur, notamment les différences hommes-femmes. Pourquoi ne sommes-nous pas tous égaux vis-à-vis de la douleur? Restez à l'écoute, on y arrive.
Shock Treatment de The Invaders en direct sur France Culture, car nous parlons des traitements de la douleur. Une émission en partenariat avec le magazine Epsilon et co-animée avec Mathilde Fontaise, sa rédactrice en chef, et en compagnie de nos deux invités du jour, Marc Lévesque, neurochirurgien et spécialiste de la douleur à la clinique Bouchard et à l'hôpital de Marseille, et Myriam Andry, neurobiologiste, maître de conférence au laboratoire Neurodol de Clermont-Ferrand. On vient de parler de la complexité de ce sujet d'étude, des gros efforts pour identifier les cellules, les récepteurs, les neurotransmetteurs, les circuits, les régions de la moelle épinière dans le cerveau. Enfin, il y a quand même une grande lacune, c'est que les femmes représentent 70% des cas de douleur chronique dans le monde, sont plus sensibles que la douleur que les hommes, et on se rend compte, Myriam Andry, que finalement, la douleur masculine a de loin été la plus étudiée des deux. D'une certaine façon, on redécouvre les processus biologiques qui produisent la douleur, mais du moins chez les femmes. Effectivement. Alors en fait, ça vient d'où ça? Historiquement, les études, la majorité des études précliniques et notamment les études qui ont été réalisées sur les animaux de laboratoire, s'étaient menées exclusivement chez le mâle. Et en fait, la raison, c'était que le cycle hormonal des femelles était supposé introduire une variabilité trop importante et ça rendait les résultats plus difficiles à analyser. Donc du coup, toutes les études précédentes ont été réalisées chez les femelles. Et donc, ça a induit forcément un biais de genre dans la recherche, et donc les résultats et les traitements, les doses de médicaments qui étaient données fonctionnaient pas forcément de la même manière chez les femmes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est il y a à peu près une dizaine d'années, il y a le NIH, qui est l'agence gouvernementale américaine, c'est un des plus grands bailleurs de fonds de la recherche biomédicale au monde. Eh bien, à peu près en 2014, a mis en place ce qu'ils ont appelé le sex as a biological variable, c'est-à-dire le sexe comme variable biologique. Et donc, dans les exigences pour publier les articles scientifiques, ces exigences, c'était d'inclure des sujets des deux sexes, donc les mâles et les femelles, dans toutes les études, à la fois donc chez les animaux et chez l'homme, d'analyser les données en tenant compte justement du sexe comme étant une variable biologique, et si jamais il y avait des études qui étaient faites que chez le mâle, eh bien de justifier, par exemple si c'était une maladie spécifique au mâle, de justifier la non-utilisation des femelles. Et donc du coup, ces 10 dernières années, eh bien, étant obligés de manière générale, les scientifiques d'introduire les femelles dans leurs études, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait une énorme différence à la fois d'un point de vue comportemental, c'est-à-dire d'intensité de la douleur, d'un point de vue cellulaire, c'est-à-dire par exemple des types de neurones qui ne sont pas exprimés de la même façon, d'un point de vue moléculaire, même d'un point de vue génétique, il y a une très très grande différence entre les mâles et les femelles, et également entre les hommes et les femmes d'un point de vue douleur. Par exemple, donc d'un point de vue clinique, on sait que certaines douleurs chroniques, il y a une très forte prédominance féminine, comme la migraine, je vais revenir à la migraine, mais il y a d'autres pathologies comme la fibromyalgie où la prédominance féminine est plus importante. Et on retrouve en fait ces douleurs et différentes intensités douloureuses différentes entre les mâles et les femelles, aussi chez les animaux dans différents modèles de douleurs qui sont étudiés. Donc c'est vraiment une question qui a fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de recherches dessus, et on se rend compte que c'est important, que les différences sont importantes, et que du coup, d'un point de vue traitement, eh bien, ça peut amener, et ça amène justement à une thérapie plus ciblée pour les hommes versus pour les femmes. Voilà, sur la question des traitements, c'est d'ailleurs une des choses sur lesquelles vous avez travaillé avec votre équipe. Vous avez évalué l'impact du cycle hormonal sur les douleurs migraineuses chez la souris. Myriam Andry, quels ont été justement les mécanismes mis en évidence dans vos travaux? C'est dans une étude parue dans la revue Pain en juin dernier. Oui, alors effectivement, donc nous, on s'est intéressé à la migraine, et on s'est intéressé à l'influence du cycle hormonal dans la migraine. Donc en fait, la migraine, on sait que c'est une douleur céphalique qui apparaît surtout pendant les menstruations, qui se raréfie pendant la grossesse, qui tend à diminuer pendant la ménopause. Et donc dans tous les cas, en fait, les phases correspondent à une modification du taux d'hormones. Et donc du coup, on s'est posé la question, quelle était l'influence justement
changement de ces taux d'hormones, de ces variations hormonales dans la migraine, à la fois d'un point de vue comportemental, mais aussi d'un point de vue neuronal. Et ce qu'on a montré, c'est que nos animaux qui étaient migraineux, faut savoir que déjà les animaux ont aussi des cycles hormonaux avec des phases avec un fort niveau d'œstrogène et des phases avec un plus faible niveau d'œstrogène. Et ce qu'on a montré, c'est que les animaux qui avaient des phases avec un fort niveau d'œstrogène avaient une intensité de douleur migraineuse plus importante et que ces animaux-là avaient également une augmentation de la sensibilisation centrale, ce que je vous parlais tout à l'heure, qui mène à la migraine chronique, c'est-à-dire que les neurones au niveau du système nerveux central étaient plus excités, plus activés, plus facilement activés pendant cette phase du cycle où le taux d'œstrogène est plus important. Donc ce qui montre bien que les considérations sexuelles sont importantes pour étudier la douleur, mais que ce n'est pas seulement les considérations mâle-femelle, il y a également l'influence du cycle hormonal et que du coup l'étude des mécanismes neurobiologiques associés à la migraine, mais probablement à la douleur en général, sont importantes non seulement à étudier en fonction du sexe, mais également en fonction du cycle hormonal. Mathilde Fontaise. Je vous propose une autre étude pour compléter ce que vous venez de dire, Myriam Antry, avec une publication qui a été menée à l'Université de Californie et qui a été publiée début 2025 et qui est impressionnante en ce sens qu'elle a pu remonter tout à fait le fil et trouver une spécificité chez les femelles, donc chez la souris elle aussi, et montrer que les hormones sexuelles sont capables carrément d'induire la production par les cellules immunitaires d'un opiacé qui n'existe pas chez le mâle. Donc on a vraiment la production dans le cerveau, je trouve ça fascinant, chez la femelle et pas chez le mâle, d'une régulation de la douleur spécifique. Oui, Marc Lévesque, vous nous faisiez aussi cette réflexion pendant la musique. Oui, certes, il y a les femmes, mais il y a aussi les personnes âgées. Alors, une petite incise, là, ce qui est intéressant dans les patients qui sont en transition, les patients qui vont passer de homme à femme, notamment avec des traitements hormonaux, dans un cas, ils vont voir leur douleur augmenter, c'est-à-dire ceux qui font la transition avec des hormones femmes pour devenir femmes. Et inversement, les douleurs vont diminuer chez les femmes qui vont faire leur transition pour devenir hommes. Donc ça, c'est le rôle des hormones. C'est le rôle pour vraiment bien mettre en lumière. On parlait de la souris, mais vraiment sur un cas très, très, très concret, presque clinique. Et oui, je disais, après 80 ans, si tu te réveilles sans douleur, c'est que tu es mort. On a un peu coutume de dire ça pour montrer l'incidence que peut avoir la douleur chez les personnes âgées, et notamment les femmes âgées encore davantage. Sans compter alors d'autres... on pense à la sénescence, mais il y a d'autres facteurs qui favorisent aussi aujourd'hui, outre le genre, outre l'âge, le fait d'être solitaire, la solitude, également la sédentarité, également la déprime, etc. Tout ça ça va être du carburant à la douleur chronique. Ce sont aussi tous ces leviers psychosociaux qui rentrent en jeu. En parallèle de la recherche pharmacologique pour des traitements médicamenteux, on a aujourd'hui des alternatives non médicamenteuses qui fonctionnent. On poursuit avec le reportage du jour. Parmi toutes les pathologies que l'on connaît, certaines sont intrinsèquement liées à la douleur. On les appelle d'ailleurs les maladies de la douleur. On s'intéresse à l'une d'entre elles dans notre reportage du jour. Et c'est avec vous, Loïc Dutoit. Bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes rendu à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt où l'on traite la fibromyalgie, cette maladie qui altère la perception de la douleur. Oui, la fibromyalgie touche entre 1,5 et 2% de la population française. Elle est encore mal connue, mal identifiée. Le plus souvent, les patients vont suivre de nombreuses consultations avant que le diagnostic ne soit posé, car il n'y a pas de marqueur biologique lié à la fibromyalgie. Le diagnostic repose donc sur les symptômes et l'examen clinique. Ces symptômes, ils sont multiples, mais on y trouve toujours et surtout des douleurs diffuses qui touchent les tendons, les muscles ou encore les articulations, auxquelles s'ajoutent d'autres troubles comme des fatigues chroniques, difficultés de concentration ou encore des troubles du transit intestinal. Didier Boissira est neurologue, il dirige une unité de recherche clinique sur la douleur et il traite les patients atteints de fibromyalgie avec des aimants.
L'hypothèse la plus souvent admise aujourd'hui, c'est que cette maladie est liée à un dysfonctionnement, une dysrégulation des systèmes de contrôle de la douleur. Donc ce sont en quelque sorte des filtres qui permettent soit d'augmenter, soit de diminuer la transmission de la douleur selon les circonstances. Et ces systèmes de contrôle de la douleur peuvent être perturbés. Et par exemple, les systèmes qui normalement inhibent la transmission de la douleur vont être moins inhibiteurs, et à l'inverse, des systèmes qui sont facilitateurs vont devenir plus facilitateurs. Donc on a tous les éléments. Donc là, on comprend bien que la douleur augmente nécessairement. Il y a une douleur qui augmente, et cette douleur, le système est tellement perturbé que la douleur, il y a une hypersensibilité à la douleur que n'importe quelle stimulation, le simple contact, peut devenir douloureux chez ces patients. Et si on s'intéresse un peu au traitement, là aussi, il y a différents types de traitements, mais on n'a pas un traitement qui ait une efficacité qui couvrirait tous les cas de fibromyalgie. Non, voilà, en plus, il y a évidemment plusieurs sous-catégories de patients, et dans tous les cas, les traitements médicamenteux, les médicaments sont relativement peu efficaces chez ces patients. Les analgésiques usuels, ceux qu'on connaît bien, le paracétamol, les anti-inflammatoires, les morphiniques, sont très peu efficaces et ne sont pas du tout recommandés dans une utilisation au long cours chez ces patients. Il y a quelques médicaments qui agissent au niveau justement du cerveau, comme certains antidépresseurs, qui peuvent être intéressants, mais avec une efficacité assez limitée. Et de fait, on se retrouve dans une situation où finalement les techniques qui sont peut-être les plus intéressantes aujourd'hui, ce sont ces techniques de neuromodulation. Ça consiste à aller agir directement sur ces systèmes de contrôle de la douleur dans le cerveau en utilisant des stimulations magnétiques. Il y a aussi la possibilité de faire des stimulations électriques transcrâniennes, donc à travers le crâne. Donc on ne va pas ouvrir le crâne pour aller faire les stimulations. On envoie un champ magnétique à travers le crâne avec une sorte d'aimant, une bobine. Et ce champ magnétique vise à aller agir sur les structures qui contrôlent la douleur, justement celles qui sont perturbées. La question que je me pose là, c'est donc on va agir de manière inverse sur, vous parliez de ces structures responsables de l'inhibition ou l'augmentation de la douleur, c'est-à-dire par exemple on va prendre l'inhibition et agir de manière inverse par rapport à ce que ferait la fibromyalgie, c'est ça? Exactement, on cherche à rétablir le fonctionnement de ces systèmes de contrôle, donc en particulier en augmentant l'inhibition. On ne peut pas présenter ça comme une technique miraculeuse, bien entendu, mais on a sur un pourcentage non négligeable de patients des résultats satisfaisants. Quand je dis satisfaisant, bien sûr, on ne fait pas disparaître toutes les douleurs. L'objectif est d'obtenir une réduction de la douleur, une réduction qui permette une vie plus normale. Et ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'on a aussi des effets sur les autres symptômes qui sont associés à la douleur, notamment la fatigue, les troubles du sommeil, les difficultés de transit intestinal, etc. Et un certain nombre de ces symptômes sont également améliorés par cette technique. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement intéressant. Quand ça fonctionne, j'insiste sur le fait que ça ne fonctionne pas malheureusement chez tout le monde, mais quand ça fonctionne, on peut avoir une amélioration globale de la qualité de vie des patients. La stimulation transcrânienne non invasive qui est faite ici, on peut peut-être aller voir comment ça se passe? Oui, je vais vous emmener. On va voir la salle où nous appliquons cette technique. C'est une salle d'un hôpital. La salle d'hôpital où l'on fait ces séances de stimulation transcrânienne est assez petite. On y trouve un fauteuil très confortable pour ne pas raviver les douleurs des patients. Et sur la gauche, un écran de contrôle est relié à un bras au bout duquel se trouve un aimant à la forme ovale qui vient se placer à quelques centimètres du crâne du patient. Au moment de la stimulation, on entend ce bruit. La séance, donc, c'est avec vous, Caroline. Je voulais juste savoir, est-ce que ça se passe bien? Ah oui. C'est complètement indolore. Voilà. Heureusement. Donc, on réalise une phase de test. Sandrine Gombeau, infirmière, qui s'occupe des stimulations transcrâniennes. Trouver le bon endroit et surtout la bonne intensité sur laquelle on va stimuler. Donc, en fait, on applique des petits patchs, comme vous voyez, là, sur la main de la patiente. Et avec un câble, on le relie à la machine. Et là, on fait une phase de test. Ces patchs, ils servent à quoi qui sont sur la main de Caroline là? Alors, c'est pour... quand on stimule, quand on fait une phase de test, on envoie une stimulation toute simple, et on attend une réponse. Et la réponse, se fait sur la forme de la main qui bouge, et aussi on a un double contrôle sur notre écran sur la forme d'une courbe.
Donc on Voilà. sait si ça marche ou pas. Voilà, c'est ça, si elle est réceptive ou pas. Une fois qu'on a trouvé tout ça, on peut passer à la stimulation propre. Alors pour une séance, le patient reçoit en tout 1500 pulsations. Donc c'est en 15 minutes, la séance dure 15 minutes. D'accord, mais à chaque fois qu'on entend ce petit tac tac tac, c'est combien à peu près de pulsations? Il y a ces 100 pulsations en 10 secondes. Didier Boissera, est-ce qu'il y a d'autres pistes qu'il faudrait creuser selon vous, que ce soit pour mieux comprendre cette maladie ou pour mieux la soigner? Les principales pistes concernent l'identification des différents sous-groupes de patients, parce qu'on sait qu'il existe plusieurs sous-groupes de fibromyalgie, peut-être avec des mécanismes différents, et d'identifier des marqueurs cérébraux. Et on peut tout à fait imaginer que dans quelques années, on aurait la capacité à identifier différents sous-groupes de patients sur la base de modification de l'activité cérébrale pour mieux personnaliser la prise en charge. Et donc ça, c'est des pistes de recherche qui sont exploitées aujourd'hui. Merci Loïc Dutoit. Nos reportages loin du studio pour découvrir la science telle qu'elle se fabrique au quotidien. C'est notre collection La Science au Labo qui est à retrouver sur votre appli préférée, l'appli Radio France bien sûr. Myriam Montry, une réaction à l'écoute de ce reportage? Oui, alors c'est un reportage très intéressant parce qu'effectivement, la neuromodulation, ça fait partie des traitements non pharmacologiques, c'est des traitements qui sont non invasifs, qui sont pas douloureux, et effectivement, c'est aussi l'avenir de la recherche. Et justement, je vais rebondir là-dessus parce que suite aux résultats qu'on a obtenus sur l'influence du cycle hormonal ou du statut hormonal dans la migraine, justement, on a développé un projet translationnel pour essayer de voir justement si le cycle hormonal et le statut des femmes lors des stimulations, lors des neurostimulations, pouvaient moduler l'efficacité de la neuromodulation. Donc c'est vraiment c'est une technique qu'on a aussi développée ici au laboratoire, et donc l'aspect translationnel avec un versant préclinique où on étudie les mécanismes qui sont associés à cette neurostimulation, parce qu'on sait que c'est très efficace chez certains patients. Marc en parlera mieux que moi, mais chez certains patients, notamment les patients déprimés, il y a une efficacité de cette neurostimulation transcrânienne. Et donc là, nous, effectivement, on développe sur le versant migraine l'efficacité de la neurostimulation, et donc ça fait partie des projets très intéressants et de l'avenir de traitement antidouleur. Marc Lévesque, votre écoute vous aussi sur ce reportage, et puis ensuite peut-être après parler de l'efficacité. Alors là, effectivement, on a parlé d'une technique nouvelle, non invasive, qui s'adresse à la fibromyalgie des patientes, puisqu'il s'agit plutôt de femmes. Alors, il y a la neuromodulation qui est aujourd'hui à l'œuvre pour d'autres cibles anatomiques. Il y a le cerveau, mais on l'a évoqué tout à l'heure, il y a la moelle épinière, son prolongement, et puis les nerfs. Alors pour les nerfs, il y a quelque chose aujourd'hui qui est efficace, dont on ne parle pas suffisamment, c'est les TENS. C'est l'abréviation pour la stimulation transcutanée. C'est une électrostimulation transcutanée qui est efficace sur les douleurs lombaires, sur les douleurs d'arthrose. C'est tout simplement des patchs qui vont être à la surface de la peau, qui vont diffuser un courant électrique. Ce sera un petit peu compliqué de rentrer dans le détail, mais ça va permettre d'atténuer la douleur de façon efficace. Donc là, on parle des douleurs d'arthrose, des douleurs lombaires, qui sont des douleurs assez fréquentes. Il y a quand même, rappelons-le, vous le disiez en préambule d'émission, 12 à 14 millions de douleurs chroniques en France. Et puis il y a une autre douleur qu'on n'a pas encore abordée, qui est la douleur neuropathique. Neuropathique, neuro, le système nerveux, pathique, la pathologie, les douleurs qui sont liées à la pathologie du système nerveux. Suite à, par exemple, une hernie discale, suite à une intervention avec une section, une lésion de nerf. Alors là, ça va donner des douleurs très pénibles, des sensations de brûlure, des sensations de décharge électrique, des sensations qu'on a même du mal à décrire parce que c'est le hardware qui est abîmé. Donc le message, on n'a pas habitué à le reconnaître. Et ces douleurs, elles sont peu réactives, elles répondent mal aux médicaments. Les médicaments dont on a parlé, les morphiniques, les antiépileptiques, les antidépresseurs. Et là, il y a quand même quelque chose qui révolutionne la prise en charge aujourd'hui des douleurs neuropathiques.
c'est la stimulation médulaire. On va stimuler la moelle épinière, on va stimuler ce qu'on appelle les fibres de la proprioception, c'est-à-dire les fibres qui transmettent les sensations de caresse. Et ces fibres, quand elles arrivent, quand elles sont dans la moelle épinière, elles permettent de bloquer le message douloureux. Donc c'est comme si des caresses extrêmement importantes qui venaient bloquer en permanence l'influx de ces douleurs neuropathiques. Et aujourd'hui, c'est un vrai bouleversement dans la prise en charge de la douleur chronique et notamment des douleurs neuropathiques. Mathilde Fontaise. C'est effectivement impressionnant puisque on arrive bientôt à la fin de l'émission de rassembler tous ces travaux et j'avais envie de finir en reprenant le début quelque part et l'archive que vous avez diffusée et ce parallèle entre la douleur et la pensée. On a parlé d'un lien avec un état psychique ou même un état d'être social et la douleur. On voit bien que la douleur, au travers de tous ces travaux et dans tous ces traitements, est quelque chose d'individuel, quelque chose de sexué, quelque chose de lié à l'âge. Et quand on met tout ça bout à bout, on voit bien qu'on est assez proche d'un état d'être, proche de quelque chose d'aussi vague qu'une pensée. Et finalement, cette définition était la bonne, ce qui n'empêche pas d'approfondir dans tout un tas de domaines pour essayer de trouver à la soigner, de trouver à adapter les traitements. Mais on voit bien que les traitements, vous en décriviez 3 pour une technique, pour 3 types de maladies différentes. On en avait un précédemment. Et pour chaque technique, on voit bien qu'il y a une grande déclinaison Et ce que ça m'amène à penser, moi, c'est effectivement que la douleur est quelque chose de l'expression de l'individu. La douleur est individuelle. La douleur est individuelle et peut-être dernière piste avant de retrouver la chronique d'Alexandra Delbo dans quelques minutes. Et c'est un point qui est également abordé dans le dossier Epsilon. C'est aussi les grandes avancées qu'on fait, puisqu'on parle de pistes non pharmacologiques, les grandes avancées qu'on fait du côté de l'effet placebo. Ça aussi, ce sont des découvertes assez intéressantes sur la puissance du cerveau sur le traitement de la douleur, Marc Lévesque. Ah oui, le placebo. Alors le placebo est très puissant dans la douleur, comme il peut l'être également dans le sommeil. C'est les enfants le connaissent. C'est le baiser magique. Et puis même c'est quelque chose que maman ou papa peuvent mettre à l'épreuve. Vous donnez un quart. C'est aussi un des ressorts de l'homéopathie dans la douleur. C'est-à-dire toute la suggestion qu'on va mettre à dire ça va être efficace. Attention, n'en prends pas trop. Ça peut même être dangereux. Et puis d'autant plus si le médicament est amer, si ça va avoir... et ça on l'utilise. Alors, il y a des formes éthiques de placebo, il y a des formes qui le sont moins, mais toutes les infirmières le savent. Quand elles ont passé le maximum de morphine la nuit à un patient qui souffre, eh bien, on peut lui passer un soluté en lui disant qu'il va être soulagé. Il va être authentiquement soulagé. Je crois que c'est un apaisement d'environ 3 points, comme la morphine. L'effet placebo. C'est stupéfiant, ça peut être stupéfiant, c'est le cas de le dire. Voilà, passer d'une douleur intense à une douleur modérée. On est arrivé au bout de cette discussion. Merci à vous 3 de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Pour prolonger l'écoute, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à se tourner vers vos ouvrages. Marc Lévesque, Chirurgie de la douleur, de la lésion à la neuromodulation, qui vient de paraître aux éditions Médecine Sciences, mais aussi Libérons-nous de la douleur, paru en 2022 aux éditions Bûcher-Chastel. Et puis surtout, ne pas oublier le magazine Epsilon du mois de septembre et ce dossier sur la douleur, qui parle un peu plus longuement d'ailleurs de cet effet placebo. Tout de suite, on quitte la médecine pour l'archéologie, direction l'Afrique de l'Ouest. C'est la chronique avec Science.